Moi, j'ai une question un peu superficielle. Vous avez dit... C'est vous la Non, non, non. La blonde là-bas. Vous savez, on vous a demandé ce qui vous gêne chez les Libanaises. J'aimerais savoir ce qui vous gêne chez les Libanais. Vous avez envie qu'on tape sur les Libanais aujourd'hui? Parce que moi, je vous aime beaucoup les Libanais, donc je suis un peu emmerdée. Les hommes libanais. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je dise N'importe quoi. Ils sont parfaits, hein. Non, ils sont pas parfaits, ils ont les mêmes défauts que les hommes français. Vous parlez au niveau privé? Ils ont les mêmes défauts que les hommes profs. Les hommes. Ils sont trop machos. Vous trouvez qu'ils sont machos? Moi, je trouve pas. Je trouve que les jeunes générations sont plus... Il faut demander, nous avons un ancien député ici avec nous, mais qui est très civilisé. Il n'a pas l'air macho. Non, lui non. De poser la question telle qu'elle a été posée. Qu'est-ce qui vous plaît ou qui vous gêne dans les Libanaises? Qu'est-ce qui vous plaît ou vous gêne dans les Libanais? Je trouve que c'est quelque part un peu injuste, parce que de là, on ne peut pas mettre les Libanaises à la même enseigne. Je pense que les gens, bon, voilà, Léa, je pense que les Libanaises font une partie de son identité. Vous pouvez venir dire qu'est-ce que vous pensez des Libanaises? Pensez, qu'est-ce qu'elles pensent d'elles-mêmes? Ce que je peux vous dire, c'est, pour vous répondre, je crois que quand votre sœur dit « tu m'aurais pas dit, je savais qu'elle était libanaise », je crois que dans les qualités qu'on reconnaît aux Libanais en général, je crois que je les ai héritées, c'est-à-dire la répartie, une forme d'autodérision. Et vous comprenez toutes les langues, parce que quand on parle anglais au studio, vous êtes la seule à comprendre. Oui, l'anglais, oui. L'arabe, je suis fragile. Pas du tout. Mais vous avez raison. Ruquier, c'est catastrophique. C'est dramatique. Je ne comprends pas. Je comprends rien. Je lis l'arabe très difficilement, mais je lis l'arabe. Et j'aimerais que mon arabe soit meilleur. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir hérité ça, une forme d'humour, de répartie, de rapidité. On est plus rapide que les Français. Il y a quelque chose aussi de la gentillesse. Et la gentillesse, ouais, c'est vrai, une forme de rondeur et une féminité assumée. Tout ça, ça me vient vraiment du Liban, c'est écrit sur ma tête. Et ce que j'aime, ce que j'aime pas, j'ai pas envie de dire ce que j'aime pas. J'ai une question intéressante venant de toi. La question que je voulais poser, pour reprendre un tout petit peu la problématique de l'égalité homme-femme, on peut aborder un tout petit peu. Et dans un contexte moyen-oriental, famille, société plutôt conservatrice, comme on connaît, et je me demande il y a vraiment beaucoup de sagesse à venir dire à des femmes qui sont, elles, peut-être un peu prises par la culture de leur société, qui sont appelées à être des mamans au sein de la cellule familiale telle qu'elle est conçue partout dans le monde, au Moyen-Orient aussi, venir leur dire vous n'êtes pas, vous avez échoué quelque part à être l'égal des hommes. Qui dit ça? Et donc en choisissant de vous soumettre à ces traditions qui sont les vôtres. Et qu'à ce moment, ou à un moment donné, ce moment, dans le temps, dans l'espace, dire à cette grande majorité de femmes qui sont elles-mères, peut-être plutôt au foyer, mais dont les enfants sont en train d'être éduqués, de réussir dans les universités, les femmes, les filles beaucoup plus que les garçons. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant au niveau des médias, et pas seulement des médias, mais des médias que vous êtes concernés, de venir expliquer à ces mamans comment elles devraient éduquer leurs filles et leurs garçons, de manière à ce que dans la génération qui vient, garçons et les filles puissent penser un tout petit peu différemment, c'est-à-dire faire évoluer la société, non pas en imposant à ses membres actuels une certaine vision qui pourrait être pas la leur, ou ne pas correspondre avec leur vécu, mais comment éduquer leurs enfants dans l'avenir. Je ne vois pas ça. Je ne vois ça nulle part en fait. Je ne vois pas ça à la télé, je ne vois pas ça dans les débats, dans les discussions. Et bon, je m'adresse à Léa Sabine et bien entendu. Non, avant Léa, parce que vous allez vous dire, elle ne parle que de sa famille. Mais à part ma soeur Micha, il y a ma soeur Mireille, qui a 5 enfants,
dont 3 sont médecins. Elle a l'aîné qui est oncologue, qui est Sloan Kettering Memorial Hospital, et les 2 autres sont dentistes. Et elle a continué son doctorat en management et elle enseigne à l'université. Alors, je ne vais pas dire son âge, elle a 1 an de plus que moi, alors je crois qu'elle a bien réussi. 42 ans. Oui, mais il a raison. Vous avez raison, je crois. Il n'y a pas assez de... Et chaque fois qu'en France, je vous parle de ce que je connais mieux, c'est-à-dire la France, chaque fois qu'ils essayent de changer les mentalités, d'expliquer comment promouvoir l'égalité homme-femme, et ça a été le cas il y a quelques mois avec une énorme polémique où on a accusé les profs parce qu'ils voulaient juste enseigner aux filles qu'elles pouvaient faire des métiers de garçons et aux garçons qu'ils pouvaient... Enfin, une forme assumer une forme de féminité, ça a provoqué un tollé monumental. Donc je pense qu'on est encore... c'est encore très délicat. Mais, et je crois que pour les générations des mères actuelles conservatrices, ce qui n'est pas le cas des gens qui sont là, hein, on ne parle pas c'est un peu foutu. En revanche, je pense que pour la génération qui vient, les choses sont en train de changer. Moi, j'ai fait une interview là, ce week-end en France avec Élise Lucet, qui est une grande journaliste que j'adore. On a fait une interview sur la journée des femmes. Moi, la journée de la femme, ça me met toujours très mal à l'aise. Je trouve ça, célébrer la femme 1 fois par an, pour rappeler que je trouve ça Alors, pardon, tu organises un truc spécial pour la journée de la femme, mais c'est un prétexte. Il y a toujours des hommes. Les invités d'honneur, il y a Claire Chazal, mais il y a Jim Clancy. Les femmes en politique sont interviewées par un ancien ministre qui est Ziad Baloul. Claire Chazal, elle est interviewée par Alexandre Najat. Alors c'est toujours un homme, parce que je ne suis pas féministe du tout. Alors moi je suis féministe, mais je suis féministe comme les filles de ma génération, c'est-à-dire qu'on remercie celles d'avant du travail qu'elles ont fait. On n'a pas besoin de se proclamer féministe dans tout ce qu'on fait. C'est devenu quelque chose de naturel. Je suis féminine. Vous avez raison. Je suis féminine, mais pas féministe. D'autres questions? Commentaires? Non, je voulais demander, on n'est pas touché. Est-ce qu'il y a des sujets tabous? Est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce qu'il y a, je pense, aucun sujet tabou. Et la grande force de cette émission, c'est qu'il n'y a pas de rédacteur en chef et il n'y a pas de... Chacun travaille dans son coin. Moi, je travaille chez moi. Je ne sais pas ce que Émeric Caron ou Laurent Ruquier pensent du livre. Je ne sais pas ce que Émeric Caron va poser comme question aux politiques. On se retrouve 5 minutes avant d'entrer en scène, en enregistrement. On se retrouve dans la loge, à tous les 3. Et là, tu as Ruquier qui passe en série les invités en disant « Bon, alors ce livre-là, tu l'as aimé ou pas ? Bon, le dernier album de Julien Doré, t'as aimé ou pas ?» Et là, Émeric va dire « Oui, j'ai adoré. » Moi, je vais dire « Moi, j'ai moyen aimé. » Bon, ben, je commencerai par toi, Émeric, alors. Et c'est vraiment là où c'est très libre. Et c'est ça qui fait le succès de cette émission. C'est qu'on sent qu'il y a une vraie liberté, chacun dit ce qu'il veut, et c'est pas préparé. C'est-à-dire qu'on n'a pas un rédacteur chef qui dit « Bon, bah, toi, tu vas jouer le good cop, toi, tu vas jouer le bad cop, donc toi, tu vas l'attaquer sur ça. » Parfois, on aime tous les deux quelque chose, tous les 3 même quelque chose, et parfois, on n'aime pas tous les 3. Le Maxime Chatham, mais Émeric non plus l'a pas aimé. Donc, c'était... Voilà. Combien de temps vous pouvez durer dans une émission? Vous êtes là depuis 6 mois. C'est quelque chose qui épuise la personne? Oui, ça épuise. 3 ans, c'est... Je pense que 3 ans, c'est le grand maximum. Émeric Caron va bientôt quitter, n'est-ce pas? Ouais. 3 ans, je pense que c'est la date. Ruquier n'aime pas garder plus. Mais moi, je pense que ce sera le grand maximum. En 2016, je suis passée avec Ruquier, mais l'émission était... je venais de sortir mon premier livre et c'était... l'émission passée avant les nouvelles, avant le JT. Il avait le même genre d'émission, mais c'était autour de la grande table. Il y avait Christine Bravo, qui commentait le livre, ainsi de suite. Quelle différence il y a? J'ai oublié le nom de l'émission. Alors, quelle différence il y a entre les deux? C'est-à-dire, pourquoi Ruquier a été projeté à la place de 7 à 8, il fait maintenant à partir de 11h du soir. Comment on évalue le taux d'audience en France? C'est-à-dire... l'émission d'aujourd'hui qu'il fait, non, on n'est pas couché. Oui. Il a eu du succès, c'est pour ça peut-être on lui a donné une autre émission aussi longue, et ainsi de suite. Oui, comment joue le taux d'audience C'est comme ça que ça marche, c'est parce qu'il s'est créé...
ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de faire un flop. Ok, il a fait un flop l'année dernière, on l'a oublié, mais il a à un moment repris la case quotidienne de 19h, France 2. Ça n'a pas marché, au bout de 3 mois, ils ont déprogrammé. Mais on oublie. Donc tu as le droit de rater. Mais aujourd'hui, Ruquier, en France, c'est le parrain. Hein. C'est vraiment l'homme le plus puissant dans l'animation, parce qu'entre l'émission On n'est pas touché, qui est vraiment l'émission leader, plus son émission de radio, Les Grosses Têtes, qu'il a repris de Philippe Bouvard, qui est une émission phare, dont les scores sont géniaux. Aujourd'hui, Ruquier, je me moque de lui, je dis on va t'embrasser la badouce, c'est vraiment d'un Corleone, il défait les... Alors regardez, sur Amazon, regardez l'impact. Samedi dernier, là il y a 2 jours, on avait une écrivaine qui n'est pas connue du tout, qui s'appelle Emmanuelle Bayamak Sam. Je viens. Ok, elle vend 400 exemplaires, là, ce livre. Ruquier, elle est passée, elle était numéro 3 d'Amazon dans l'année de samedi à dimanche, pour te dire l'impact de cette émission-là. Le fait qu'il n'y ait pas de femmes qui soient en charge d'émissions pareilles, vous êtes chroniqueuse, vous l'avez dit dans une de vos entrevues, vous n'êtes que chroniqueuse maintenant. Mais à la tête de toutes ces émissions, il y a des hommes finalement. Ouais, c'est ça la limite. La limite, c'est ce que j'ai dit dans l'interview, c'est que j'attends encore une grande émission de talk-show dirigée par une femme. Pour l'instant, les femmes sont encore dans les rôles de chroniqueuses. Peut-être qu'un jour, j'aurai ça. Il y a sur France 2, comment elle s'appelle, l'ancienne rédactrice ou... Arlette Chabot. Voilà. C'est la seule. Il y avait avant comment elle s'appelle, Christine Ockrent, il y a eu pas mal de gens. Oui, mais ça fait depuis 10 ans. Depuis 10 ans, citez-moi un. Oui. C'est vrai. Et pourquoi? Parce que la concurrence est devenue très très rude entre les chaînes. Ça devient beaucoup plus... Tous les gens qui font la télé depuis 20-30 ans m'expliquent qu'avant il y avait 6 chaînes en France. Aujourd'hui, avec l'explosion de la TNT, ils ont 15 chaînes. Et donc la concurrence devient hyper forte. Et peut-être qu'ils ont plus confiance de mettre un homme qu'une femme quand il y a une concurrence forte. D'ailleurs, on sait que si le format On n'est pas couché était adapté pour le Liban, ça marcherait aussi bien qu'en France ou c'est une émission très très française? Je sais pas. Je vais demander à mes chiens. Les Libanais ne lisent pas. C'est vrai. Ils n'écrivent pas. Mais il y a eu quand même la copie de l'autre, l'émission d'avant. Tout le monde en parle. Mais il n'y a pas la même insolence et la même... Non, c'est différent. Est-ce qu'un invité au Liban accepterait de venir se faire critiquer sur un plateau télé? À quoi? Un artiste, par exemple, ou un auteur qui accepterait qu'on viendrait critiquer son livre en direct à la télé? Déjà, ils n'écrivent pas de livres. Non, mais... La France, ils viennent de Belgique, et puis la France est trop grande. Combien de millions de Français il y a? Ici, il y a... C'est pas une question de nombre. Non, c'est une question d'offre. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'il y ait dans l'Orient un billet avec un chroniqueur qui l'assume et qui dise vraiment son avis? Il y a aussi des critiques négatives. Il y a des critiques négatives. Moi, je pense un peu comme monsieur. C'est-à-dire quand je lis l'Orient, en général, j'ai l'impression que tout est très beau. Moi, je vois avec le festival de Paris, tout est impeccable. Bon, peut-être parce que c'est Leïla aussi, mais bon. Non, mais même avant, les femmes de Maya Arida, tout était impeccable, même quand c'était pourri. Et je fais partie du festival. Quand c'est pourri, on n'en parle pas. Non, on en parle. Tout est très bien. C'est le seul média francophone. Mais non, mais la presse arabe, la presse d'expression arabe. Il n'y a que l'Arabie qui assume la politique. Il y a 2 questions encore. Juste une question. Qu'est-ce que vous pensez de la censure dans le journalisme? Pour ne pas parler de Charlie Hebdo, je le parle en général. Est-ce que vous êtes pour la liberté complètement ouverte, comme ça, même dans l'Internet, les images qu'on voit, où vous pensez que vous... Jusqu'où? Où est-ce que se trouve votre limite? Attendez cette question. Sans parler vraiment de Charlie Hebdo, ça a été dit et redit. Il y a la France avant Charlie Hebdo, il y a la France après Charlie Hebdo. Ça a été un choc, vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça a été un choc en France. C'est comme le 9/11 des États-Unis. Ouais, vraiment. C'est-à-dire que des tueurs rentrent en plein Paris, dans le 11e arrondissement, dans une rédaction de journal, et défoncent et tuent 11 personnes. Ça n'était jamais vu dans le monde. Depuis l'occupation, je crois que ça date de la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu un tueur qui est rentré dans un journal autrichien et qui a zigouillé la rédaction. Mais sinon, ça n'arrive pas, on tue un journaliste. Et Dieu sait qu'on est bien placé ici pour savoir qu'on tue des journalistes, mais on en tue un.
Là, ils sont les 12 morts d'un coup, ça. Imaginez, en train de... Donc c'est très compliqué d'en parler. J'ai cette discussion parfois avec ma mère qui me dit on en a marre, vous nous fatiguez avec Charlie. Je sais ce que vous pensez, que la majorité... Moi, permettez-moi sur ce coup-là, encore, parce que c'est 2 mois après, permettez-moi de défendre les gens de Charlie Hebdo et la liberté d'expression. Non, mais par exemple, je pense aux soldats libanais. Par exemple, est-ce que les médias devraient tout dire ou il faut retenir les informations? La sécurité. Vous voyez, jusqu'où on doit... C'est différent. Oui, mais jusqu'où on peut aller dans la liberté d'informer les gens? Jusqu'à la sécurité. Il y a eu des critiques sur les médias français, sur la couverture du raid au moment de l'hypercachère, où les France 2 et BFM avaient donné des informations qu'ils ne devaient pas donner. Et ça, c'est un vrai problème. Là, pour le coup, il faut se censurer. Il faut se censurer quand il y a une vie en jeu. Il ne s'agit pas d'aller dire parce que j'ai l'information, parce que j'ai un contact chez un flic qui me dit il a déjà tué 3 personnes dans l'hypercachère alors que le mec n'a pas été tué encore. Il ne s'agit pas de le dire. Il y a eu des erreurs. Il ne s'agit pas de dévoiler les identités quand on n'est pas sûr ou quand, avant de prévenir les familles, etc. Et ça, il y a des vrais problèmes sur ça. Non, en ce qui concerne l'affaire Charlie Hebdo, moi j'étais vraiment très affectée par cette histoire. On ne peut pas faire taire quelqu'un en l'éliminant, en le tuant. Et moi-même j'ai vécu ça et je trouve que c'est horrible. On peut ne pas acheter le journal, on peut critiquer, mais tuer c'est inacceptable. Mais pourquoi on a commencé par une question de liberté d'expression, on a fini avec une histoire dont les Juifs, permettez-moi de le dire, ont abusé de cette histoire pour en profiter, pour que ça aille dans leur sens. On a oublié la vraie histoire qui est l'attaque aux journalistes pour finir avec une affaire antisioniste et ainsi de suite. Pourquoi ça a pris ce tournant en France? Et il y a ce laxisme. On a eu l'impression que les Français se sont laissés aller avec cette évidence. Une récupération, pourquoi? Vous avez l'impression qu'on a parlé d'Israël sur... Les Juifs. C'était une question de Juifs, pas une question de journalistes. Mais c'était toutes les minorités qui ont été mises en danger parce qu'ils ont... À cause du marché, du magasin, de je ne sais pas quoi. Il y a eu très cher, il y a eu les synagogues qui ont été atteintes. Parce qu'il y a une explosion des actes antisémites en France et des actes contre les musulmans. Parce qu'il se passe des choses qui sont... Je ne vais pas défendre les juifs là à votre micro, mais il y a quelque chose de très nouveau en France. C'est pas les juifs. Si on parle d'Israël, là je vais être très claire et très ferme sur ma position israélienne et même chez Ruquier, je l'assume. Mais si vous me parlez des juifs français et des musulmans français, il y a une explosion dans les chiffres des actes antisémites. C'est aujourd'hui un juif qui met une kippa dans les rues de Paris, se fait cracher dessus, se fait traiter de sale juif, et un musulman avec la barbe. Il y a des gens qui rentrent dans le taxi, si le chauffeur est barbu, ils sortent. Il y a un vrai problème de vivre ensemble en France, parce que pendant 30 ans, les Français ont mis les choses sous le tapis. Nous, on a trop abusé ici au Liban des communautés, on ne parle plus qu'avec je suis chrétien et je pense ça, et je suis musulman, je pense ça, mais les Français, ils n'ont pas voulu voir, absolument pas. Au nom de la laïcité. Ils n'ont pas voulu ouvrir le chapitre. Et ils ont fait cette loi de 1905 dont parlait monsieur. À un moment, il n'y avait pas de musulmans. Il y avait 3 musulmans et demi en 1905. Aujourd'hui, ils sont 6 millions. Ils ne savent pas le gérer. Et ils ne savent pas gérer la radicalisation, ils ne savent pas gérer les barbes, ils ne savent pas gérer les voiles. Ils sont très angoissés face à ça. Et c'est le pays au monde. C'est le dernier pays laïque du monde. D'ailleurs, c'est le dernier pays où on montre les caricatures du prophète. Aux États-Unis, on a flouté, en Grande-Bretagne, on a flouté. C'est le dernier pays laïque au monde depuis la chute de l'URSS. Avant, pendant l'URSS, il y avait des pays. L'URSS marxiste était laïque. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que la France. Et donc, vous êtes en train de leur dire, moi je crois qu'ils vont perdre à la fin. Et que dans quelques années, dans quelques mois peut-être, on ne verra plus que la caricature de prophète. Parce que la caricature du prophète. Voilà, il n'y aura plus ça. Mais pour l'instant, ils sont dans leur système. Mais moi, je veux qu'il y ait la caricature du prophète, la caricature de je ne sais plus qui, même si je n'achète pas le Il y a journal. un nouveau livre qui est sorti, son nouveau bouquin est sorti, le Danois. Le Danois. Oui, le 27, il y a 2-3 jours. Ça va être de plus en plus minoritaire, moi je crois. Je pense qu'il va au contraire, parce qu'avec l'exposition qui a été annulée à Caen sur les dessinateurs, il y a un ras-le-bol aussi. Le film L'Apôtre qui a été retiré des salles. Mais il a été annulé, le festival. Qui a gagné? Ben, c'est les autres. Et ben voilà. Il a été annulé. Oui, mais combien de temps ça va durer? C'est ça. Et là, il y a une guerre. Et qui va gagner, je ne sais pas.
Comment il s'appelle, Foll de Charlie a déclaré il y a quelques jours que les intégristes ont gagné. Moi, je suis assez pessimiste. Moi aussi, mais il faut... Nous avons encore deux questions, s'il vous plaît. Une question un peu que je ne comprends pas, sans vouloir être Le micro ne fonctionne pas. sans vouloir être vraiment fan de premier rang d'un Dieudonné, par exemple. Au nom de la liberté d'expression, pourquoi on l'a muselé à Dieudonné? Parce que c'est l'activiste. Non, moi j'ai été très mal à l'aise par rapport à la spectacle. Liberté d'expression, ça doit être syndiqué à tout le monde. J'ai été mal à l'aise avec le spectacle de Dieudonné, même si sur les dernières déclarations de Dieudonné après Charlie, je suis Charlie Libanais, je ne sais pas du tout aimé. Mais c'est-à-dire que lui déconne aussi. Oui, mais tout le monde déconne. Mais au moment où il y a un an où Valls a fait intervenir son spectacle, j'étais pas favorable. Ah non, c'est... Oui, mais est-ce que Dieudonné est un humoriste ou c'est un activiste? Quand avec Alain Sorel, C'est il plus me un humoriste. Mais voilà. C'est un activiste. Exactement. Mais en même temps, il y a la liberté d'expression. Exactement. Qui s'applique à tout le monde. La liberté d'expression, si je me tourne vers mon voisin et je lui dis que tu es un connard, ça, non. La liberté d'expression, elle va jusqu'à la loi. Et la loi, c'est l'interdiction, c'est la diffamation. Et il y a un délit de diffamation aussi. Vous dites tu es un connard, il vous attaque parce qu'il est diffamé. En revanche, si vous lui dites que tu n'es vraiment pas drôle, il n'y a pas de diffamation. Enfin, donc c'est très ténu la différence. Oui. J'ai juste un petit mot à dire et une petite question à propos de la culture. Le problème, c'est que c'est tellement noir en politique qu'on essaie de compenser avec la culture, avec un peu du positif, mais ça fait qu'on ne dit pas de mauvaises choses, on fait que tout est bien. Et puis il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas une bonne qualité de présentateur, il n'y a pas d'initiative sur la télé, même si un peu on a vu une petite page qui s'est formée sur la MTV, ça a Fetna, qui veut promouvoir la culture, mais quand même il n'y a pas d'émission, et même dans les émissions de talk show libanais, il n'y a pas des critiques, parce qu'il n'y a pas d'initiative, et sur d'autres chaînes que la MTV par exemple, je parle de Hadith El Balad, il n'y a pas vraiment une bonne qualité de présentateurs qui veulent promouvoir la culture. Et puis, j'ai une question, c'est à propos de la politique en France. Et par exemple, est-ce que les politiques osent dire non encore aux gens et osent ne pas engager des réformes, par exemple pour le mariage homosexuel? Ils ont dit oui, Hollande a tenu sa promesse, mais maintenant pour l'adoption, est-ce que les politiciens oseront dire non aux gens et ne pas légaliser l'adoption? Par exemple, on parlait l'autre jour en classe, c'est peut-être le petit verrou qui va sauter, c'est que les femmes lesbiennes disent que en tant que couple féminin, on peut avoir des enfants. Mais est-ce que les couples homosexuels masculins peuvent avoir des enfants? Non, ils ne peuvent pas, parce que la femme peut aller coucher avec un autre homme et avoir un enfant et vivre avec un enfant dans un couple homosexuel. Même sans coucher. Est-ce que les hommes le peuvent? Ça sera peut-être le petit verrou qui fera sauter l'idée de l'adoption. C'est trop tôt. Ne t'attends pas à la légalisation de l'adoption tout de suite. Je pense que ce sera... Le mariage homosexuel a divisé la France. Il a vraiment divisé la France. La droite est contre. Et je crois que les esprits ne sont pas prêts pour l'adoption. Je pense qu'à partir du moment où on a légalisé le mariage, à terme, ils légaliseront l'adoption. C'est le sens de l'histoire. J'y peux rien, c'est comme ça. Mais c'est pas maintenant. Ce ne sera pas tout de suite, je ne crois pas. En tout cas, pas sous ce gouvernement-là, certainement pas. Quel auteur libanais vous aimez bien discuter dans votre show? Auteur libanais? Oui. Il n'invite pas d'auteur libanais, malheureusement. Mais vous, en tant que libanaise? Moi, j'adore... comment il s'appelle? J'ai un nom. Celui qui a écrit Anima. J'adore Wajdi. J'adore ce qu'il fait. Il est libanais. Vous avez vu la pièce à Avignon? Non, j'ai pas vu sa pièce à Avignon, mais j'ai lu au moins d'autres de ses livres, dont Anima, que j'avais adoré. Aidez-moi. Ah oui, Alexandre Najjar, bien sûr, dont j'ai reçu des dictionnaires amoureux du Liban. J'aime beaucoup. Ah, Amin Maalouf, évidemment. Bien sûr. Amin Maalouf, oui. J'aime beaucoup. Comment elle s'appelle? La sœur de Maïm Nasta. J'aime beaucoup Nadia Touaï. J'aime beaucoup les poèmes de Nadia Touaï. Je suis toujours très touchée quand je Moi, je voulais juste vous dire une chose que dans On n'est pas touché, Émilie Caron se sent beaucoup plus à l'aise
depuis que vous êtes là. Oui, il le dit. Bien plus que quand il y avait, comment elle s'appelait Oui, elles étaient agressives avec lui. Il se déteste. Et on avait l'impression que c'était elle l'homme, lui la femme. Oui, alors qu'avec Léa, on sent que ça va, c'est... Bon. Est-ce qu'il y a encore des questions, des commentaires? Moi, j'avais une question. Est-ce que dans votre vie privée, à part évidemment le temps que vous n'avez pas pour avoir mon mariage, est-ce que ça vous dessert d'être un personnage public ou ça vous sert? dans ma vie ça plaît? Oui. Est-ce que ça vous dessert ou ça vous sert? Je vais dire, est-ce que j'ai plein de propositions de mariage Les avantages dans la pub, quand vous rentrez dans un restaurant, on vous reconnaît, on vous facilite la vie. Oui. Ouais. Mais tout ça risque de tomber. Et le désavantage, c'est quand tu sors en jogging dans la rue et que les gens viennent te parler. Tu te prends en photo dans Voici alors que tu sors le cheveu hirsute, en basket, la tête dans le cul. Je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Je suis pas encore du tout à l'aise avec parce que c'est vrai que j'ai fait de la télé avant, mais c'est une émission de Ruquier qui a vraiment propulsé les choses. Où vraiment maintenant c'est difficile pour moi de marcher dans la rue à Paris, quoi. Et chaque fois, pourtant c'est très gentil, mais je suis pas très à l'aise avec ça. Voilà. Parce que j'ai pas du tout envie de me culpabiliser en fait. J'ai pas du tout envie d'être dans Voici, j'ai attaqué. Je suis pas de. Moi je veux juste être journaliste, vraiment. Mais je crois qu'on comprend, c'est-à-dire que vous ne me verrez jamais dans les avant-premières, vous ne me verrez jamais dans les soirées pour téléphone portable. Je refuse absolument tout. Donc j'ai pas envie de me transformer en une people. J'ai déjà vous l'êtes, hein. Et je vous dis le nombre de romans qui est sorti ces 2 jours. On vous a même annoncé à John Place morte. Je vous assure. Ah bon, je vous assure. Elle est bien censée. J'ai dit ça parce qu'aujourd'hui j'ai fait un peu de Google pour voir quelques petites infos et tout. Là j'ai eu toute une série et puis le chien transporté en urgence, le machin. Quoi ça? Vous avez un chien? pas de chien. C'est ça. Internet, il faut arrêter de lire Internet. Ça dépend. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas de chien, je ne suis pas enceinte et je ne suis pas morte. On est content de ça. En tout cas, continuez à faire ce que vous faites. Merci d'être venu. Merci d'être venu.